TVR 9, c'est 55 ans d'histoire et d'information locale partagées en complicité avec les citoyens de notre vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission Le Régional, on reçoit la préfète de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, Mme Marilyn Nadeau, M. Alex Gauthier, directeur général de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, vient nous entretenir sur les enjeux bien réels pour les familles d'ici. Nous nous rendons sur le terrain au colloque Rivière-Richelieu, organisé par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Nous recevons Mme Marie-Josée Odette, directrice générale de la protection de la jeunesse. En terminant, la podiatre et présidente de l'Ordre des podiatres du Québec, Dr Fadji Kofi, son métier et ses enjeux dont elle nous parle. Bonne émission. Le grand défi Pierre Lavoie a encore une fois traversé la ligne d'arrivée pour une 18e édition lors du 1000 km pur industriel qui s'est tenu partout en Montérégie du 11 au 14 juin dernier. Ils étaient 1140 cyclistes à parcourir les pistes à relais pour amasser plus de 2,2 millions cette année seulement. Chiffre qui continuera d'évoluer jusqu'à la fin du mois d'août. Depuis la création du programme, plus de 42 millions de dollars ont ainsi été remis à travers le Québec. Le mouvement, qui a uni des milliers de Québécois autour des saines habitudes de vie, s'est rassemblé pour une première fois au Collège militaire royal de Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le site du Collège militaire royal a été converti en immense site de festivités pour accueillir les exploits des participants dès la fin de leurs exploits. Il y a le défi sportif, le 1000 km qui demeure un important levier de mobilisation philanthropique, mais au-delà du défi, les équipes participantes amassent des fonds qui sont remis à des écoles primaires, à la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie ou à ces différents projets favorisant l'adoption de saines habitudes de vie. À surveiller pour amener un changement durable dans la population, divers événements majeurs et rassembleurs du défi Pierre Lavoie ont lieu annuellement, tels que la tournée des écoles et le grand défi des cubes énergie. La ville de Mont-Saint-Hilaire a fait l'annonce de travaux de resurfaçage qui sont prévus cet été sur la rue Fortier, incluant le pavage, la correction des bordures de béton, la réfection des pistes cyclables et l'ajout de plaques pododactyles aux intersections. Les infrastructures souterraines de la rue Fortier qui ont été mises en niveau en 2007 ne seront pas touchées par les travaux. Le chantier aura lieu du mois de juin jusqu'à la fin août 2026, ce qui n'engendrera pas de contraintes pour les écoliers. Étant une rue de Mont-Saint-Hilaire des plus achalandées, le projet se déroulera en 2 phases et ainsi diminuera les inconvénients liés à la fermeture. À noter que les chemins de détour, selon les différentes phases des travaux, emprunteront principalement la montée des 30, la rue Campbell, le chemin des Patriotes, ainsi que la rue Radisson. D'autres travaux en simultané sont aussi prévus, comme les chantiers dans le cadre de la réfection de la rue du Parc, qui, pour leur part, se dérouleront jusqu'à octobre 2026. L'annonce de la Ville fait aussi mention de l'ajout d'une traverse piétonnière avec feu clignotant au coin des rues Fortier et Ernest Choquette. Cette nouvelle traverse permettra aux piétons de se rendre plus facilement au parc Ernest Choquette. Par ces projets, la Ville souligne l'importance d'accompagner la population irlamontaise à diminuer ses déplacements en auto solo et donc elle favorise la mobilité durable. Vous pouvez retrouver tous les détails sur l'avancement des projets de ce chantier sur le site de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Un autre chantier imposant est prévu cette fois-ci à Saint-Mathieu-de-Belleuil, plus précisément sur le ponceau à reconstruire situé sur la rue Terrien. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable souhaite informer la population que les travaux au-dessus du ruisseau de Belleuil, qui ont débuté le 15 juin dernier, se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Une partie du chantier reprendra au printemps 2027 pendant quelques semaines. L'accès à toutes les résidences sera maintenu grâce à une circulation locale malgré les entraves. Un détour en place demeurera et passera par la rue Brissette, la rue de la Seigneurie, la rue Champ-Doré et le chemin des Vins. À noter que sur la rue Carrier, la circulation se fera en alternance. Pour la gestion de la circulation, les travaux seront principalement réalisés de jour, du lundi au vendredi,
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel. Par ailleurs, il recommande de planifier les déplacements adéquatement en consultant un outil pratique Québec 511. D'autant plus que les travaux sont aussi planifiés pour la saison estivale sur l'autoroute 20 et la 116. La Société canadienne du cancer chapeaute le relais pour la vie chaque année depuis plus de 20 ans. Cette année, un peu plus de 116 000 $ ont été amassés à Chambly seulement, une somme précieuse qui contribuera à améliorer la vie des personnes touchées par le cancer. Le Relais pour la vie 2026, c'est un événement qui a touché 17 communautés à travers le Québec. Selon la Société canadienne du cancer, à ce jour, la somme recueillie à l'échelle du pays s'élève à plus de 4 millions de dollars. Rappelons que le Québec est la province avec l'un des taux des plus élevés de cancer et c'est aussi la principale cause de décès au pays. C'est le responsable d'environ un décès sur 4. Les fonds réunis, grâce aux nombreux bénévoles impliqués dans la cause, financent les projets de recherche les plus prometteurs au Canada, mais ils jouent aussi un rôle important pour sauver des vies. Les citoyens peuvent continuer d'agir contre le cancer en se rendant en ligne sur relaispourlavie.ca jusqu'au 31 août 2026. Nous sommes avec la présidente de l'Ordre des podiatres, Dr Kofi. Vous venez aujourd'hui nous parler de l'importance de la santé des pieds. Bonjour, Mme Brisebois. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est quoi exactement que l'Ordre des podiatres fait pour protéger les citoyens, les patients, entre autres? En fait, l'Ordre des podiatres va agir en tant que régulateur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'assurer d'encadrer la profession à travers la pratique des podiatres, donc des membres de l'Ordre des podiatres. Et on veut aussi s'assurer que la population puisse avoir accès aux podiatres. Donc, quand on parle d'accessibilité, ce n'est pas nécessairement juste avec le nombre de personnes qui peuvent pratiquer la podiatrie, mais c'est aussi de s'assurer que les populations vulnérables puissent aussi avoir accès aux services podiatriques. Oui, parce que l'Ordre, est-ce que c'est une obligation pour les podiatres de faire partie de l'Ordre ou ils ont le choix? Non, ce n'est pas par choix. En fait, c'est vraiment une profession qui est régulée. Pour être podiatre, il faut être membre de l'Ordre des podiatres, donc détenir un permis. Et le permis vient après avoir étudié 4 ans et obtenu son doctorat en médecine podiatrique. Actuellement, il y a seulement que l'Université du Québec à Trois-Rivières qui offre cette formation-là. Et c'est une formation qui dure 4 ans, qui a 195 crédits. Donc, c'est quand même une formation qui est assez longue et rigoureuse, d'où l'importance d'avoir un ordre professionnel pour encadrer la pratique. Quel conseil que vous donneriez aux patients qui aimeraient avoir plus d'informations sur les soins qu'on peut avoir chez un podiatre ou encore la façon dont les podiatres doivent procéder? On peut aller sur le site de l'Ordre des podiatres du Québec pour vraiment avoir les informations sur la formation, qu'est-ce qu'un podiatre, ce que le podiatre fait. Et il y a aussi le site de l'Association des podiatres aussi qui peut donner certaines informations là, aux patients. Sinon, bien, si on a un podiatre près de chez nous, si on veut avoir une évaluation, on appelle pour avoir une évaluation. On peut poser des questions aussi à la clinique de podiatrie qui est près de chez nous. Là. Les secrétaires peuvent très bien répondre aux questions par rapport aux services qui sont offerts. Oui, parce qu'il y a une panoplie de services offerts. Ce n'est pas nécessairement quand on a une blessure, un impact ou un accident qu'on va voir le podiatre. Ça peut être par prévention. Oui, vraiment, là, ce qu'il faut comprendre, là, puis ce que la population parfois ne comprend pas nécessairement, si je fais référence à même certains patients que je vois dans ma clinique, c'est que la santé des pieds, c'est comme la santé des dents chez le dentiste. Donc, pour nous, c'est les pieds. Donc, tout ce qui touche aux pieds. Donc, selon notre loi, nous, on peut pratiquer on va traiter toutes les pathologies qui touchent le pied, mais qui ne sont pas nécessairement systémiques. Donc, si, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez une crise de goutte, le podiatre va pouvoir vous prescrire des médicaments pour diminuer le symptôme, mais on ne va pas traiter votre goutte. Ça va être avec le médecin. Donc, on travaille en partenariat aussi avec les médecins pour plusieurs maladies. Un autre exemple que je donne aussi, c'est, supposons que vous avez un ongle incarné. Donc, vous allez directement chez le podiatre. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence directement pour faire traiter l'ongle incarné parce que le podiatre va être capable de faire la chirurgie de l'ongle incarné, de vous prescrire les antibiotiques nécessaires là, pour être capable de traiter l'infection qui va arriver avec l'ongle incarné. Donc, au fil du temps, l'Ordre a permis d'élargir les services offerts. Vraiment.
Vraiment, on est vraiment autonome, on est capable de fonctionner de façon très autonome là, pour la santé des pieds. Donc, quelqu'un qui vient avec une fracture au niveau du pied, on peut soit prescrire la radiographie ou faire la radiographie directement au sein de notre clinique, là. On a l'échographie aussi qui peut être faite pour les blessures qui sont plus au niveau des tissus mous, donc les ligaments. Parfois, on peut avoir une entorse et on fait une radiographie. Finalement, on se rend compte que c'était le ligament. Donc, ça permet de faire un diagnostic qui est un peu plus précis, puis ça évite d'aller à l'urgence attendre pendant des heures et des heures, là. Parce que ça peut être très incommodant, un pied qui est douloureux. On n'y pense pas toujours, hein? On se dit, ah, c'est juste un pied, mais quand vient le temps de faire la vie de tous les jours, c'est important de ne pas avoir de douleur au pied si on veut pouvoir avancer. Qu'est-ce que vous donneriez comme recommandation aux parents avec des jeunes enfants? Si votre jeune enfant se plaint de douleurs de pied, ou même, des fois, là, on voit des patients, des parents qui viennent avec l'enfant et qui disent Hey, mon enfant, ça ne tente jamais de marcher, il veut toujours que je le prenne. Ça, c'est un symptôme de fatigue musculaire. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère pour vraiment évaluer l'enfant pour être capable de lui permettre de faire ses activités. Si à la garderie, les éducatrices ou les éducateurs vous disent Hey, votre enfant, il traîne de la patte, il trébuche beaucoup, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut vraiment aller consulter le podiatre pour s'assurer que tout est correct. Parfois, il y a des enfants qui vont avoir un retard un peu au niveau du développement musculaire. Ça arrive, mais s'assurer qu'on a la bonne réponse puis qu'on a un suivi, ça vaut la peine. Parfois, on va voir l'enfant puis on va dire aux parents, savez-vous quoi? On va vous revoir dans 6 mois pour voir si l'évolution est dans les normes, là. Parce que tout est relié. On entend des fois parler des gens qui disent ah, j'ai mal au dos, j'ai mal aux hanches, aux genoux. Puis finalement, c'est le podiatre qui a trouvé la solution, la bonne technique pour régler son problème. Puis on n'y pense pas toujours à des douleurs ailleurs sur le corps qui peuvent provenir du pied. Non, c'est ça. Donc, en fait, nos pieds, on les voit pas. Fait qu'on les oublie souvent. Souvent, on va les voir quand ils font mal. Mais des fois, les douleurs commencent ailleurs. Et là, finalement, comme vous dites, on se rend compte que c'est les pieds depuis le début. Parfois même, là, on va avoir une petite douleur au pied, puis ça arrive souvent. Donc, on va demander au patient, ça fait combien de temps que vous avez mal? Ah, ça fait juste une semaine ou ça fait 3 mois. Puis je dis, ah oui, ça fait 3 mois, puis là, c'est arrivé tout d'un coup, là, vous avez mal 10 sur 10. Puis là, en posant des questions, on me dit « Ah ouais, l'année passée, c'est vrai, j'ai marché un peu, j'avais pas des bonnes chaussures, puis là, ça a commencé à faire mal, c'est parti, j'ai négligé. » Donc, c'est ça, c'est que souvent, on va aller dans l'urgence. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens puissent s'assurer que dès qu'il y a quelque chose au niveau du pied, on va consulter. Il vaut mieux avoir une réponse qui vous dit, bien, c'est correct pour l'instant, mais on va pouvoir noter ça au dossier, puis on va savoir la prochaine fois comment agir plutôt que d'attendre, puis là, de devoir manquer du travail, de ne pas pouvoir aller en vacances parce que là, on est handicapé au niveau des pieds, puis on ne peut plus bouger. Donc, c'est de s'assurer d'éviter ça, là. Vous parliez tantôt, un peu plus tôt, des gens plus vulnérables. Donc, si on pense aux personnes qui ont besoin d'aide financière du gouvernement, des personnes avec de la santé mentale ou des enjeux de la sorte, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus difficile par rapport à cette catégorie de personnes-là pour les soins des pieds? C'est d'être capable de les traiter de façon équitable parce que souvent, ils n'ont pas les moyens de pouvoir se faire traiter. Donc, ce qui arrive, c'est que soit le podiatre va essayer de diminuer ses charges, de ne pas charger du tout, donc, ou on va envoyer le patient à l'urgence et là, il va attendre pendant des heures et parfois même, il va avoir un bris de soins parce que, bon, l'attente est trop longue et là, finalement, il va revenir nous voir dans un état qui est pire qu'il était avant. Alors, c'est vraiment cette population-là qui n'est pas nécessairement desservie et c'est ça qu'on aimerait justement travailler, là, s'assurer de pouvoir prendre en charge ces patients-là de façon adéquate. Oui, de façon adéquate et assez rapidement, malgré le côté financier attaché. Est-ce que vous diriez qu'à l'ordre des podiatres, il y a un enjeu autre qui serait quand même assez important d'adresser rapidement? Bien, c'est ça. Donc, comme on disait, l'accès à la première ligne. Donc, on voudrait vraiment que les patients du Québec, là, toute la population du Québec soit desservie de façon
adéquate et équitable. Donc, on veut s'assurer de pouvoir voir les patients. Donc, actuellement, je pourrais vous mentionner qu'on a un projet pilote à l'hôpital de Joliette où est-ce que là, on est capable de voir des patients qui ne payent pas nécessairement leur consultation, mais ça, c'est fait à travers l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est la seule façon qu'on peut voir un patient qui a le diabète avec des plaies. Puis, je vous dirais que dans cette clinique-là, on est capable de sauver des pieds parce qu'on voit les patients de façon régulière et on les voit à temps avant même que l'ulcère arrive, avant même qu'on soit en train de parler d'amputation. Donc, depuis à peu près 10 ans, ce projet-là est là. Et on a sauvé beaucoup de pieds. Puis là, ces patients-là qui avaient des plaies, on les voit de façon récurrente pour s'assurer que la plaie ne revienne pas. On travaille avec des chirurgiens vasculaires, on travaille avec les stomothérapeutes, on est à l'hôpital. Donc, un patient qui vient dans ce contexte-là, moi, si je le vois là-bas, bien, je peux tout de suite prescrire la radiographie, la scintigraphie, donc toutes les imageries dont j'ai besoin. Faire la culture de plaie, puis le jour même, j'ai les réponses. Donc, je peux l'envoyer voir l'infectiologue pour avoir ses antibiotiques IV tout de suite. Alors que s'il venait dans ma clinique, là, le parcours du patient, là, ça serait long. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Puis on le voit que ça fonctionne à Joliette, donc ça peut fonctionner n'importe où. Donc, c'est ça qu'on aimerait. S'il y a un message, là, on voudrait que ces patients-là soient entendus, qu'on puisse trouver des solutions pour ces gens-là. Et pour les gens qui aimeraient s'impliquer ou avoir davantage d'informations sur ce projet-là, c'est vraiment sur votre site Internet? Oui, donc vous pouvez communiquer avec l'Ordre. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de discuter de ce qu'on peut faire pour trouver des solutions là, avec plaisir. Si on peut réussir ça, là, on a gagné beaucoup. Bien, merci pour votre passage en studio aujourd'hui, Dr. Coffey. Merci à vous. Monsieur Alex Gauthier, vous êtes le directeur général d'une fédération plutôt importante en 2026, comme avant d'ailleurs, mais parlez-nous un peu de votre fédération. La FQCF, la Fédération québécoise d'organismes communautaires familles, existe déjà depuis 65 ans. Fait que donc, on est situé à Saint-Lambert. On a 2 priorités d'action. La première, c'est soutenir, mobiliser, accompagner nos membres. Et la deuxième, c'est faire la représentation auprès des instances décisionnelles, gouvernementales et publiques pour faire en sorte de mieux aider les organismes sur le terrain et les familles au Québec. Les familles au Québec, vous êtes un peu un palier entre toutes ces personnes-là. Vous parlez de vos membres. Quel genre d'organismes qu'on peut retrouver dans votre fédération? Bien, nos organismes communautaires familles sont dans les 17 régions du Québec. Nous, on a plus de 260 membres chez nous, que ça s'appelle la Maison des familles de Belleuil ou que le Carrefour familial Richelieu. Bien, ces organismes-là naissent des besoins de leur communauté. Fait que selon les besoins des parents qui sont présents, bien, ils vont développer, accentuer, puis faire des services qui vont faire en sorte d'aider les parents avec leurs difficultés qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas 2 organismes pareils et il n'y a pas 2 familles pareilles. Comment vous réussissez à aider autant de familles différentes? Comme vous dites, les 17 régions administratives, ce n'est pas les mêmes enjeux d'une région à l'autre. Oui, tu as raison, tout à fait. Il y a des enjeux qui diffèrent d'une région à une autre et d'une réalité parentale à une autre. Donc, pour nous, c'est de faire en sorte d'être un lieu d'accueil, de soutien, d'écoute, d'accompagnement. Fait que donc, tous les parents là, qui vivent un moment stressant ou des enjeux familiaux, bien, peuvent franchir la porte d'un OCF puis être écoutés et accompagnés par des intervenants ou des intervenantes qui sont sur place. L'objectif, c'est de faire en sorte de créer un milieu de vie dans un organisme qui se l'approprie ces parents-là. Fait donc aider à l'enrichissement des compétences parentales. Donc, se dire qu'on est des bons parents. On n'est pas toujours les meilleurs, mais il fait en sorte que on est le premier éducateur de son enfant. Fait que donc, nous, les OCF, on est là pour les accompagner là-dedans puis dire, bien, des fois, tu as le droit de ne pas trop être fier de ton coup, mais ça ne veut pas dire que tu es un mauvais parent pour autant. T'sais. Fait que donc, les parents, ils peuvent fréquenter de façon ponctuelle. Fait que donc, ils peuvent avoir besoin d'un coup de main de temps en temps. Mais il y a des parents qui fréquentent les organismes depuis des années parce qu'il y a un sentiment d'attachement, d'appartenance qui fait là, mais aussi faire bénéficier d'autres parents. Nous, c'est pour et par les parents qu'on veut faire passer les messages puis de l'accompagnement de ça. Fait que donc, tu étais
essoufflé, tu as besoin d'un moment de repos, ben, tu viens dans un ECF, tu échanges avec d'autres parents, avec des éducatrices qui sont là sur place. Ça t'aide dans ta parentalité parce que c'est jamais une ligne droite être parent. Effectivement. Et qu'est-ce que vous donneriez, qu'est-ce que vous diriez par rapport aux parents d'aujourd'hui? C'est quoi les plus grands enjeux qu'ils vivent? Bien, maintenant, c'est générationnel. Hein? On voit que les réalités là, d'avant diffèrent de ce qu'ils vivent maintenant. Donc, les deux parents sur les marchés du travail, c'est une réalité. Bon, la gestion des CPE, la gestion de la ressource interne, ce qui fait en sorte que la charge mentale est un enjeu. Le stress parental, on l'a vu dans la dernière étude, il y a beaucoup de parents qui se questionnent. Écoute, je vis beaucoup de stress, je me demande si je suis capable de combler tous les besoins de mon enfant. Je suis vraiment quelqu'un qui est capable d'élever une famille qui fait en sorte que ça va bien aller dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'aide. Donc, il y a ce souci-là de cette génération-là de faire attention au bien-être de leurs propres besoins, mais aussi au bien-être de ceux de leurs enfants. Fait que c'est un enjeu quotidien pour les parents d'avoir à gérer cette situation-là. Donc, on parlait aussi des régions. Fait que donc, avoir cette possibilité-là d'avoir un accès rapide et facile à un ECF, c'est un enjeu. On s'entend quand un des parents prend l'auto pour aller au travail, souvent la famille, l'autre parent va se retrouver un peu plus isolé avec les enfants. Fait que donc, oui, il y a des enjeux de transport dans certaines régions. Puis dans d'autres, c'est la méconnaissance des organismes. Il y a 15 de la population qui fréquente un ECF, mais il pourrait en avoir 15 de plus qui fréquentaient s'ils savaient qu'il existait. Donc, notre meilleur moyen de publicité, c'est faire en sorte que les parents qui ont bénéficié d'une belle expérience propagent la bonne parole pour faire bénéficier d'autres parents de leur milieu. Ça, c'est les enjeux par rapport aux familles, mais les organismes qui reçoivent ces familles-là ont leurs propres enjeux, d'où l'importance de la fédération. Oui, pour nous, dans l'accompagnement de nos organisations au niveau terrain, l'enjeu principal, c'est l'argent. Fait que donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un montant gouvernemental qui est mis dans chacun des organismes, mais ça représente environ 20 à 35 de leur budget. Fait que donc, les directions d'organismes sont dans l'obligation d'aller trouver de l'argent ailleurs pour maintenir les services qui sont en place. Fait que donc, on n'est même pas en pensée de développer, de déployer d'autres activités. On est un peu pris dans le sens où on fait avec l'argent qu'on a, puis bien souvent, on arrive difficilement à mettre les choses en place, tandis que les besoins des familles sont de plus en plus criants puis demandants. D'où toute la représentation que la Fédération fait au niveau des différents gouvernements. De quelle façon la Fédération peut aller pousser un petit peu plus loin ces revendications-là? Bien, notre port d'attache ministérielle, c'est avec le ministère de la Famille. Mais nous, ce qu'on prône, c'est que la famille appartient pas seulement au ministère de la Famille. Il y a l'éducation qui est là-dedans, santé et services sociaux, emploi et solidarité. Fait que donc, pour nous, c'est important que quand on va cogner aux portes des ministères, c'est de leur dire, oui, il est rattaché à la famille, mais il y a une contribution que chaque ministère doit faire pour faire en sorte de travailler ensemble. Si les organismes communautaires familles, puis la Fédération et tous les organismes communautaires de façon générale, prend le temps d'avoir cette concertation-là, de travailler ensemble pour arriver à avoir un but commun, bien, on croit que les ministères sont capables d'arrêter de travailler en silo, puis de faire en sorte de se mobiliser, puis de faire la famille la priorité dans le prochain plan gouvernemental, parce qu'elle est criante, elle est inquiétante, et ce qu'on fait sur le terrain en prévention évite inévitablement qu'après ça, ça tombe dans les mains santé, que les hospitaliers. Fait que donc, dans tous ces milieux-là, si on est capable de continuer à faire notre travail, puis qu'on se fait aider à faire notre travail, bien, je pense que la société au grand complet va être gagnante sur du long terme. Les jeunes familles d'aujourd'hui, on parle de différentes classes sociales. On n'a pas tous le même niveau pour vivre. Il y en a qui vivent des enjeux, des fois c'est événementiel aussi. Qu'est-ce qui arriverait selon vous si toutes ces familles-là se retrouveraient dans le réseau public? Disons qu'il n'y a pas d'organisme pour en prendre charge. Qu'est-ce qui arriverait au réseau public? Bien, d'après moi, il y aurait comme un éclatement du réseau parce qu'évidemment, les organismes communautaires, de façon grande, apportent cette contribution-là puis fait en sorte d'aider ces familles-là qui ne rebondissent pas dans le réseau. Moi, je serais très inquiet si demain matin, tous les organismes au Québec fermaient les portes
je crois qu'il y aurait un impact incommensurable là, de ces familles-là qui viendraient cogner aux portes, puis que probablement que les institutions ne seraient pas prêtes à les aider parce que ça déborde aussi dans nos institutions. Fait que donc, la Fédération est là pour accompagner ces organismes-là pour pas que ça déborde. Mais au bout du compte, c'est toujours le même enjeu. Si on n'est pas capable d'aider ça à la base, puis de faire en sorte d'être encore plus engagé au niveau ministériel puis gouvernemental, dans quelques années, bien, on va se retrouver avec le même problème. T'sais. Alors, on invite les gens, les organismes, les familles à aller chercher l'aide dont ils ont besoin, de vous rejoindre aussi à la Fédération via votre site Internet. fqocf.org, vous avez un onglet pour trouver votre OCF dans votre région. Vous allez là, vous rentrez la ville, vous allez voir les organismes qui sont dans votre milieu. Donc, on pique la curiosité des gens à l'écoute pour ceux qui veulent aller avoir plus d'informations sur le site Internet. Merci beaucoup, M. Gauthier, d'être venu en parler aujourd'hui. Merci de la belle invitation. Nous sommes accompagnés de M. Bonin. Tout d'abord, quel est votre titre et votre rôle au sein du gouvernement? Je suis député de Repentigny, également porte-parole du Bloc québécois en matière d'environnement et changement climatique. Donc, pour vous, la rivière Richelieu touche une corde sensible. Vous êtes ici au colloque du Bloc québécois, justement pour la rivière Richelieu. Qu'est-ce qui vous a amené à être présent aujourd'hui? Plusieurs choses. Pour nous, ce qui est important, c'est d'être en contact avec les gens sur le terrain, donc de comprendre leur réalité. Et quand on parle des gens, évidemment, on parle des citoyens, mais on parle aussi des agriculteurs, des élus, du monde économique. Ici, on a aussi tout l'aspect plaisancier qui est très présent. Donc, de travailler de concertation. On a évidemment un rôle qui est au fédéral, mais on travaille également en collaboration avec, évidemment, le gouvernement provincial. On est là pour défendre les intérêts du Québec, mais aussi s'assurer d'avoir une harmonisation avec les élus. Et là, actuellement, on a quand même des défis, entre autres au niveau des compétences, quand on regarde qui gère au niveau du Richelieu, par exemple. Bien, vous avez, oui, les municipalités qui ont un rôle, il y a le gouvernement du Québec, mais le gouvernement fédéral aussi, que ce soit au niveau des espèces menacées, de la navigation, du fait qu'il y a des eaux limitrophes avec les États-Unis, entre autres, avec la commission mixte internationale, et il y a aussi de l'argent et des politiques fédérales. Et nous, notre rôle, c'est de s'assurer que le Québec ait sa juste part là-dedans, que la voix du Québec soit entendue, qu'on défende bien les intérêts et qu'on fasse avancer, justement, les consensus social. Et aujourd'hui, ça sert à ça, à se dire quels sont les grands défis pour le Richelieu, comment on peut y arriver. Et nous, notre rôle, c'est oui, comme député local, ce n'est pas moi, c'est mon chef est François Blanchet, qui est député local, donc de s'assurer d'être bien ancré, mais aussi, moi, à titre de porte-parole en environnement, changement climatique à Ottawa, c'est de s'assurer de travailler avec les ministres, travailler avec les gens pour au minimum qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les roues, mais que le Québec retrouve, par exemple, sa part de financement pour la protection de la nature, des mesures de protection pour le chevalier cuivré ici, s'assurer que, justement, il y ait, au niveau des infrastructures, de l'argent pour mettre à jour, pour bonifier. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait ici. Parce qu'il y a quand même plus de 340 000 habitants le long de la rivière Richelieu, des États-Unis jusqu'à ici. Il y a des accès fédéraux, vous l'avez mentionné, municipaux, des accès privés. Donc, est-ce que pour le Bloc québécois, de venir encadrer tout ça pourrait permettre éventuellement d'avoir un peu la paix d'esprit pour notre rivière, sachant qu'elle est bien encadrée avec des réglementations? C'est sûr qu'on est là pour faciliter les choses aussi, comme catalyseur également. Et je vous donne un exemple. Au niveau de la gestion de l'eau pour le fédéral, on parle de 20 ministères, 20 organismes qui ont des parties de responsabilité pour la gestion de l'eau. Donc, c'est souvent une manière de se lancer la balle et qu'il n'y a rien qui arrive. Et nous, notre rôle, c'est de s'assurer de faire atterrir les choses, d'aider les municipalités aussi à démystifier comment naviguer ça et de porter le message directement auprès des ministres parce que les ministres sont responsables, parfois ils le sont moins, et on veut s'assurer justement que c'est dans l'intérêt des citoyens du Québec. Et comment vous direz que les citoyens réagissent à tout cet engouement-là pour la rivière Richelieu? Est-ce que vous avez beaucoup d'informations qui vous proviennent des citoyens directement? Bien, on le voit, là, il y a une mouvance à retour à la rivière. À un certain moment, on a tourné le dos, on se préoccupait moins des rivières. Maintenant, on voit plus d'accès, ou du moins, il en faudrait plus encore, évidemment, mais on voit une meilleure qualité de l'eau aussi, beaucoup de défis à faire là-dessus, et aussi une importance au niveau de la protection des écosystèmes. Les gens comprennent qu'on a tout intérêt à protéger aussi les espèces menacées. On parle du chevalier cuivré ici, qui est une espèce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète et qui est en péril et qui par exemple, a subi des coupures jusqu'à maintenant de la part du gouvernement fédéral, alors qu'on sait que c'est essentiel de rajouter des ressources pour s'assurer de protéger cette espèce emblématique.
On parle aussi de la biodiversité et l'érosion des berges n'aide pas du tout à la cause de la biodiversité. Est-ce que vous croyez que le gouvernement devrait s'impliquer davantage, entre autres pour la route 133 et la route 223, qui sont vraiment en mauvais état depuis quelques années? Bien, c'est sûr qu'il y a des compétences au niveau provincial. Quand on parle de route, c'est plus les provinces, les municipalités aussi. Le fédéral a aussi un rôle au niveau de la navigation. Et là, il y a des défis de cohabitation, il y a des défis pour les écosystèmes, pour l'érosion. Et ce genre de colloque-là, aujourd'hui, sert justement à dire quelles sont les solutions qu'on peut mettre ensemble, comment on est capable de cohabiter, de trouver un équilibre entre la sensibilisation, la réglementation. Et souvent, ça passe par la sensibilisation. Les gens ne sont pas au courant nécessairement, mais ça prend aussi éventuellement de la réglementation, de l'appui des gouvernements pour offrir des alternatives, pour faire justement des campagnes plus grandes. Donc, c'est toute une question de mélange de moyens, mais ça se fait avec la population, avec les instances, les organismes, les entreprises, les municipalités, les agriculteurs. Et c'est ce à quoi sert ce genre de colloque-là. Mettre toutes les idées ensemble et trouver où est-ce qu'on trouve les points de consensus qui font qu'on développe de manière harmonieuse, on cohabite dans notre milieu, on protège l'environnement, on développe d'un point de vue économique, mais pas un contre l'autre. Donc, en même temps, ça l'explique aussi les différentes instances, les différents paliers. Donc, vous invitez les gens à vous rejoindre, j'imagine, ou à communiquer avec vous pour tout ce qui est la zone navigable et tout, si les gens ont des informations ou même des propositions, j'imagine. Bien oui, évidemment, les gens sont invités à communiquer directement avec les municipalités. Il y a des conseils de ville, mais avec le gouvernement provincial, mais aussi avec le gouvernement fédéral. On est là pour faciliter. C'est pas nous, évidemment. On travaille avec ces gens-là, donc on va référer ou sinon on va prendre le dossier à bras-le-corps et on va le faire avancer. C'est ça pourquoi on est là, pour représenter les citoyens et citoyennes. Bien, merci, M. Bonnin, pour ces quelques mots et pour votre beau travail aussi pour la protection de cette belle rivière. Bien, vous êtes bien gentil, il y a encore beaucoup de travail à faire. Depuis l'ouverture du canal Chambly et de l'écluse de Saint-Ours, la rivière Richelieu est un important cours d'eau navigable qui relie le fleuve Saint-Laurent et le lac Champlain. En quoi est-il aussi important, M. Yves-François Blanchet, ce cours d'eau de nos jours? En fait, je dirais, comme député de Belleuil-Chambly, il est important parce qu'il est la définition même de l'identité de la vallée du Richelieu qui, bien sûr, en porte le nom. Historiquement, le Richelieu était la voie de navigation vers les États-Unis. Le commerce vers les États-Unis passait par là. Les tentatives d'invasion américaine passaient par là. Le régiment de Carignan-Salière s'est installé ici. Il y a une histoire, évidemment, le haut lieu de l'activité patriote est aussi dans la vallée du Richelieu. Donc, il y a une histoire, il y a une identité très, très riche à ça. Et aujourd'hui, à la partie historique et patrimoniale, on ajoute des enjeux économiques, des enjeux récréo-touristiques qui ne sont pas tous joyeux. Des fois, il y a plus de circulation sur le Richelieu que sur le métropolitain la fin de semaine dans la deuxième moitié de juillet. Là. Et il y a des enjeux environnementaux. La surexploitation du site, du lieu, quel que soit le type d'usage, fait en sorte que des espèces, dont le chevalier cuivré, qui est unique au Québec, c'est la seule espèce qui n'existe qu'au Québec, est gravement menacée. Ils ont besoin de cet environnement-là et on n'en prend pas soin. Je compare ça des fois aux gens qui passent en avant de chez moi puis ils jettent une canette par la fenêtre de la voiture. Bien, les gens passent en avant d'ici juste parce que c'est un endroit où ils vont passer. Ils arrivent du lac Champlain des États-Unis, qui s'en vont dans le Saint-Laurent et qui n'ont aucune considération pour l'attachement que nous, on a pour la rivière Richelieu. Toutes ces raisons-là faisaient que depuis plusieurs années, je voulais organiser un colloque pour que les gens ne fassent pas juste en parler, mais se disent, OK, c'est vrai, il y a un problème, puis on va falloir qu'on prenne des décisions courageuses qui pourraient déplaire. On va faire la politique un peu plus brave que d'habitude. Oui, parce que les municipalités se sont mis aussi en accord les dernières années pour avoir une nouvelle réglementation qui vient un peu encadrer tout ça, les comportements des personnes qui utilisent la route navigable. En fait, la plus importante réglementation n'existe pas dans ma circonscription. C'est une limite à la vitesse. Moi, je pense qu'une restriction à la vitesse de circulation des bateaux, plus l'interdiction de certains types de navires, qui ne sont pas des navires de transport tellement que de loisirs, sont essentiels. Juste la largeur de cette rivière-là, l'érosion des berges est une évidence dès qu'on commence à faire les fous sur un plan d'eau de cette nature-là. Cette réflexion-là est arrêtée, peut-être prématurément, mais peut-être parce que le consensus n'existait pas. Il faut travailler à le construire, ce consensus-là, parce que l'environnement global, malgré la beauté de la région, notre environnement et nos eaux sont dans un état très incertain.
Oui, l'érosion des berges, on peut la constater facilement sur la route 133 et la route 223. De quelle façon le gouvernement peut améliorer ou plutôt contrer cette érosion-là? Bien, un, en regardant avec la communauté ou les communautés comment on peut contrôler la vitesse sur la rivière, parce que le nombre, je pense que c'est pas une évidence à contrôler. Il y a beaucoup de sensibilisation qui peut se faire et lorsqu'on décide d'adopter des lois ou des règlements, il faut être prêt à les mettre en œuvre. Alors là, s'il n'y a aucune présence policière, tu peux à la limite mettre des patrouilles de civils qui vont aller voir le monde puis dire tu fais beaucoup de bruit, là, ou tu déranges, ou tu vas trop vite, ou ton wakeboat, tu n'es pas supposé. Mais il va falloir qu'il y ait une panoplie de ressources, d'outils qui soient mis en œuvre et mis en place pour réaliser les décisions qu'on va devoir prendre, que ce soit au niveau municipal, fédéral ou québécois. Et quelles mesures ou actions peuvent être prises contre l'urbanisation? On ne peut pas vraiment y faire grand-chose, mais il y a certains trucs, comme par exemple le rejet lié aux activités industrielles, les activités domestiques. Y a-t-il une façon qu'on peut impliquer les gens, les citoyens à devenir plus activement responsables? Préparer les projets comme du monde. Le gouvernement fédéral vient d'adopter une série de mesures qui, à toute fin pratique, suspendent les évaluations environnementales, suspendent les évaluations d'impact, suspendent les mesures de protection de la biodiversité. Puis ils disent, écoutez, on est pressé, on vient de décider qu'on est pressé, alors on va vous le passer à travers la gorge en profitant qu'il y a une popularité momentanée du gouvernement fédéral. Et ça fait que les entrepreneurs, les initiateurs, les promoteurs de projets ont la bride sur le cou pour négliger grossièrement les considérations environnementales, les évaluations d'impact. Puis en termes de densité urbaine, il va falloir se dire une chose, là. On ne peut pas élargir le chemin des Patriotes. On ne peut pas élargir la route du Richelieu. Ça donne sur des terrains dont les maisons, qui souvent sont des bijoux en termes de patrimoine, sont déjà très proches du chemin. Il faut prendre acte de qui on est. Il faut prendre acte de ce que nous sommes comme communauté, comme vallée, comme région. Ils disent, bien, on va prendre les décisions qui vont peut-être faire en sorte qu'on ne sera pas beaucoup plus nombreux. On va travailler sur la qualité de l'environnement de vie où on est, ou on va développer d'autres voies de transport, mais qui ne seront pas sur le parcours immédiat de la rivière. La rivière est quand même 124 km de long, donc elle traverse plus de 60 municipalités, 8 municipalités régionales de comté. Comment le Bloc québécois quelle vision le Bloc québécois aurait pour cette rivière-là pour les futures années? En fait, on a un avantage qu'on n'utilise peut-être pas assez, c'est que la plupart des députés sur ce parcours sont des députés du Bloc québécois. Donc, on est capable, nous, de développer un consensus. Après ça, on ne le fait pas comme Bloc québécois autant que comme députés de nos circonscriptions respectives, avec un attachement, une sensibilité, une certaine alerte par rapport aux enjeux. Et c'est travailler avec tout le monde, travailler avec les autres. On est capable d'être une locomotive parce que construire un consensus auprès de 60 municipalités, ce n'est pas facile. Les enjeux, même à l'intérieur, vous savez, si moi je suis un riverain, je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit. Mais si je suis 4 rues en arrière puis que j'ai un bateau que je descends à l'eau pour aller m'amuser, le bruit sur le bord de la rivière, il ne me dérange pas. Et là, il faut réussir à concilier, notamment en termes de démocratie, parce qu'il y a du monde qui vont pas content dans le cas d'une décision ou pas content dans le cas de l'autre décision. Ça prend une sensibilité ou une solidarité dans laquelle les gens se disent « je comprends ton problème, on va trouver une solution ensemble ». Bien, merci beaucoup aujourd'hui. On vous laisse pour cette entrevue aujourd'hui. On vous laisse retourner à votre colloque avec vos nombreux invités. Merci beaucoup, au plaisir. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Madame Odette, directrice de protection de la jeunesse, vous êtes ici avec nous pour nous raconter un peu le bilan que vous venez tout juste de produire. Les enfants, toujours une priorité, c'est le titre du bilan.
Oui, exact. Alors, bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de parler des enfants. Peut-être une petite mise en contexte. Annuellement, tous les DPJ de la province, on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir au message qu'on a le goût de traduire à la population sur l'état des enfants et aussi aborder là, toutes les statistiques pour nous permettre de voir justement régionalement comment les enfants vont. Alors, cette année, on a choisi le thème Les enfants, toujours une priorité, avec un point d'interrogation. Donc, c'est un bilan qui vient mettre un peu la lumière sur l'état de la situation actuellement. Quelles sont les grandes lignes de ce bilan? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'année après année, il y a toujours une augmentation de signalement. Et ça, c'est bon partout au Québec, aussi en Montérégie, bien entendu. Et ça, bien que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle en soi, parce que ce qu'on en comprend de l'augmentation des signalements, c'est que les gens sont inquiets. Là où c'est un peu plus inquiétant par ailleurs, c'est lorsqu'on retient davantage ces signalements-là qui, pour une présomption de compromission. Donc, il y a suffisamment d'informations qui nous laissent croire que la situation de l'enfant ne va pas bien. Donc, cette année, on a, comme on le disait, on a fait le choix de parler des enfants, toujours une priorité, parce qu'on le sait comment la situation, elle est difficile sur le plan économique, tant pour les institutions, puis là, quand je réfère aux institutions, je parle bien entendu de Santé Québec, des grands CIS, du système d'éducation, les services de garde, mais aussi les parents. Les parents ont de la difficulté à se loger, doivent faire des choix quant à l'alimentation. Et c'est ce qui fait qu'on est préoccupé parce qu'on le sait que lorsque la pression économique est très forte sur les parents, il y a des risques de négligence accrue et ou de maltraitance. C'est pas, il n'y a pas d'automatisme entre la pauvreté et la négligence ou la maltraitance, mais quand même, les parents sont soumis à de nombreux stresseurs et on veut s'assurer que toutes les personnes qui ont à faire un choix, prendre une décision concernant l'allocation budgétaire ou toute autre action, aient en tête la réponse aux besoins essentiels des enfants. Et la protection de la jeunesse, ça n'a pas de territoire défini. Donc, vous êtes là autant pour les 17 régions administratives du Québec. Est-ce que vous diriez que les enjeux sont partout les mêmes? Oui, les enjeux sont similaires. Évidemment, ils peuvent être un peu différents dans leurs manifestations. Quand on regarde les milieux plus urbains que les milieux plus ruraux, évidemment, la Gaspésie, la Montérégie et Montréal, ça se vit un peu différemment, mais la pression économique, les stresseurs sur les parents sont similaires. L'accès aux réseaux sociaux, qui est quand même une grande préoccupation, qu'on soit en Gaspésie ou qu'on soit à Montréal, c'est la même chose aussi. Donc, c'est sûr qu'on a de petites différences. Prenons par exemple, ici dans les milieux urbains, on a davantage de situations à caractère de violence, on a la présence des gangs de rue, on a un petit peu plus de délinquance qu'on peut en avoir, bien entendu, du côté de la Gaspésie ou encore du Bas-Saint-Laurent ou de l'Abitibi. Mais les besoins des enfants sont les mêmes, qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Montérégie ou qu'on soit partout au Québec. Et la DPJ, c'est aussi une partie de la mission de la DPJ, c'est aussi de s'adresser aux instances gouvernementales. De quelle façon vous diriez que le gouvernement pourrait s'impliquer davantage? Bien, c'est sûr que le gouvernement, notamment le ministère, est très au fait de la situation. Maintenant, ce qu'on souhaiterait, là, c'est vraiment, puis c'est vraiment l'essentiel de notre message, c'est de dire les enfants ont besoin d'une réponse à leurs besoins essentiels. Et quand on parle de besoins essentiels, on parle de se vêtir, de se loger, de manger, de pouvoir aller à l'école, d'avoir des soins de santé, santé psychologique et physique. Donc, on sait que si ces éléments-là ne sont pas répondus, les enfants vont vivre des difficultés importantes et ils vont les traîner tout au long de leur vie. Alors, on dit à nos décideurs, assurez-vous que quand vous prenez une décision là, pour les prochaines années, que c'est en lien avec ces besoins essentiels-là, d'abord et avant tout, pour s'assurer que les enfants ont réponse à leurs besoins. Puis, est-ce que les parents ou les personnes intéressées pourraient aller sur le site Internet de la DPJ pour avoir plus d'informations? Absolument. On a notre site pour la Montérégie, bien entendu, mais si on peut aller sur Internet
retrouver le rapport annuel des DPJ qui est très bien fait, qui vient bien expliquer pourquoi on a choisi ce thème-là cette année. Donc, facile d'accès, autant pour l'information pour la Montérégie que pour la province, là, au final. Et est-ce que vous diriez que les enjeux des enfants d'aujourd'hui sont très différents d'il y a seulement 10 ans, 5 ans, 20 ans passés? Je dirais oui. C'est clair que les enfants sont sous haute pression actuellement. Autant les adultes, si on regarde un peu comment ça se passe là, dans notre société, il y a un climat social anxiogène actuellement. Les enfants ressentent ce climat anxiogène-là. D'abord, c'est un phénomène grandissant, l'anxiété des jeunes. Ça se répercute dans toutes les sphères de leur vie. Donc, c'est sûr qu'on a des phénomènes qui sont très nouveaux. Avec la pandémie, ça nous a vraiment propulsé dans d'autres choses. Des difficultés sur le plan scolaire, la difficulté de socialisation chez les jeunes, euh, vraiment là, une dépendance de plus en plus grande aux réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a de bon dans les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qu'il y a de mauvais. Les jeunes ne sont pas tout à fait prêts à avoir accès à toute cette information-là et, selon leur âge, ne sont pas toujours capables de bien se protéger là, contre des agressions, je dirais, informatiques, là, si vous me permettez l'expression. Alors ça, c'est un phénomène très préoccupant. Je pense que nos gouvernements, nos décideurs sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger les enfants, mais ça passe aussi, bien entendu, par l'éducation, par la présence des parents, par la connaissance des parents aussi de ce que font leurs enfants avec ces fameux réseaux sociaux-là. Vous devez quitter pour la retraite prochainement, donc vous passez le flambeau à votre collègue. Quel est, selon vous, là, pour, on dirait, les 10 prochaines années, qu'est-ce qui serait le plus important, selon vous, pour la protection de la jeunesse? Alors oui, je tire ma référence après 37 ans. Et puis, Jean Martin, le nouveau DPJ, assurera la suite. Ce qui est le plus important pour moi, c'est clair, c'est qu'on se sent tous concernés par la protection des enfants et par leur développement. On parle beaucoup de responsabilité collective de la protection des enfants. Alors, le souhait que j'ai, c'est que dans 10 ans, on puisse se dire que mission accomplie. Chaque adulte qui côtoie un enfant a une attention particulière à la réponse à ses besoins, dans son accompagnement, dans sa sécurité affective et psychologique. Alors, tout le monde doit se centrer sur le besoin des enfants, comme plusieurs communautés le font dans le monde. Alors, j'espère que d'ici 10 ans, ce sera chose faite et nos enfants pourront compter sur tous les adultes qui les entourent. Je vous remercie, Madame Odette, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette entrevue et toute cette information pour la jeunesse de demain. Merci. Bonne poursuite à vous. Madame Nadeau est en studio aujourd'hui pour un retour sur la séance du Conseil qui s'est tenue il y a quelques jours à peine. Madame Nadeau, vous êtes la préfète de la MRC Vallée-du-Richelieu et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Eh oui. Comment s'est passée cette séance du Conseil? Écoutez, sous le signe de la joie, hein, ça sentait les vacances parce qu'on fait une pause en juillet, la MRC. Donc, tous mes collègues étaient très heureux là, de finir ça en beauté parce que le beau temps arrive. Donc, on avait quand même beaucoup de sujets, Mme Brisebois. Vous aviez quand même un beau conseil. Avant de commencer avec les sujets, il faut le mentionner, il y a quelques nouveaux maires. Des fois, ça peut changer la chimie avec les élections en novembre dernier, mais ça se passe quand même bien à vos séances. Oui, vraiment. Nous avons 3 nouveaux, dont 2 nouvelles mairesses. Donc, on a vraiment la parité là, maintenant à la MRC. Puis les 2 nouvelles mairesses, c'est les premières dans leur municipalité. Donc, vraiment, c'est un bel ajout hein, avec le maire aussi de Belleuil. Et la convivialité autour des 13 maires mairesses, là, c'est vraiment agréable de travailler avec eux et pour eux. Puis Ouais. lorsqu'on commence un conseil avec une reconnaissance, une remise de prix d'une certaine façon, quel est ce prix? Bien, imaginez-vous donc, on a été invité à un gala nominant de Loisirs Sport Montérégie, puis on a reçu un prix de distinction pour la Route bleue. Et ce projet-là est vraiment formidable. En fait, ça s'est fait, oui, avec la MRC et sa super équipe,
ainsi que des partenaires et des gens du milieu. Donc, ce rassemblement-là a fait en sorte que la route bleue, qui est vraiment récréo-touristique, et on appelle ça même du tourisme durable. Donc, c'est un projet qui a été vraiment reconnu au sein de Loisirs Sport Montérégie. On en est très contents. Ce prix-là est très significatif pour nous. En fait, est-ce qu'on peut donner un petit peu plus d'informations aux téléspectateurs? C'est quoi la route bleue? Ça implique plusieurs municipalités. En fait, surtout les riverains. Hein? Donc, c'est pour avoir accès en plein air, évidemment, puis ça encourage le récréo-tourisme durable, puis ça permet de mettre en valeur notre Richelieu. Donc, c'est vraiment une collaboration pour démontrer comment on peut travailler ensemble à garder notre qualité de l'eau et de pouvoir s'amuser avec aussi dans l'eau. Et un petit dossier qui a suivi durant la séance du Conseil, c'est au niveau de l'urbanisme. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les territoires de la MRC? Bien, en fait, on se souvient toujours qu'à la MRC, nous avons un schéma d'aménagement qu'on revise. Et là, il y a plus qu'une municipalité, en fait, 4-5 municipalités qui ont revu leur règlement. Belleuil, Carignan, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Denis, Richelieu et Saint-Mathilde-de-Belleuil. En fait, ils ont fait des demandes pour ajouter des nouvelles réglementations. Ça a été analysé, puis ça a été adopté, mais ça touche vraiment tous les développements, autant commerciaux, industriels, récréo-touristiques. Certains secteurs, évidemment, résidentiels, les îlots déstructurés, en zone agricole, et puis c'est vraiment pour un plan d'aménagement de l'ensemble. Malgré que nous sommes tous différents, on se réfère à un schéma parce qu'on a notre identité, chaque municipalité, mais on a une vision commune avec ce schéma-là. Donc, c'est agréable de travailler pour faire reconnaître cette identité-là, municipale et régionale. D'ailleurs, il y a eu une demande aussi, quelques demandes adressées pour ce qui est de la protection du territoire. Oui, en fait, dans le milieu agricole. Ces deux demandes-là, en fait, ça concernait la Saint-Mathilde-Belleuil, dont une était pour permettre l'implantation d'un hôtel de ville, d'un centre communautaire et une bibliothèque municipale dans une zone agricole. Mais déjà, dans cette zone-là, l'usage n'était pas agricole. Donc, on a envoyé la demande. Et l'autre, c'était pour concilier les besoins des communautés et la protection du territoire. Donc, on a envoyé cette demande-là à notre commission de protection du territoire agricole. On parlait un peu plus tôt de la route bleue et de la rivière Richelieu. Il y a eu des décisions aussi par rapport aux cours d'eau en général. En fait, vous voyez comment c'est important, le Richelieu. Hein? Ça a toujours ressorti dans notre planification stratégique, autant la nouvelle que celle du dernier mandat, à quel point qu'on veut savoir la qualité de l'eau, on veut en prendre soin. Donc, on a appuyé, en fait, une demande au ministère de l'Environnement afin de déclencher une tenue d'un BAP qu'on appelle générique sur les enjeux de pénurie et de la gestion aussi durable de l'eau. Donc, la MRC veut documenter le déséquilibre entre les prélèvements d'eau et la recharge de nappes phréatiques dans une perspective, évidemment, de l'intérêt public. Donc, on encourage même les autres MRC à faire un pas pour demander ce BAP-là qui va vraiment nous aider à reconnaître notre Richelieu et ses richesses, justement. Là. Il y a été question aussi d'enjeux un peu plus larges au niveau des cours d'eau. Oui, bien, en fait, dans ce mandat-là, pour le BAP, on demande vraiment pour la nappe phréatique, mais déjà la MRC prend des analyses pour le savoir. Donc, c'est depuis l'an dernier ou l'autre, là, je sais pas, il me semble que c'est l'an dernier, qu'on fait des prélèvements pour être sûr, s'assurer que l'eau est bonne, puis on puisse s'y baigner, comme plusieurs font, là, autant à Otterburn Park qu'à Belleuil, qu'à Mont-Saint-Hilaire. Autre dossier qui tient vraiment à cœur à la MRC, c'est la culture. Évidemment. La culture, c'est important chez nous. C'est un bassin, la vallée du Richelieu, d'artistes et d'artisans. On est chanceux. Donc, avec cette présence que nous avons dans notre milieu, on a renouvelé une entente de partenariat, évidemment, pour la collectivité. C'est une entente sectorielle qu'on met 15 000 $, puis on reçoit autant du ministère, en fait, pour l'enveloppe de fonds région et ruralité, volet 2. Donc, c'est pour le développement territorial. Puis, on vient soutenir nos artistes, nos artisans, les organismes culturels aussi, et des initiatives afin d'avoir un rayonnement culturel dans la région. Donc, c'est très important chez nous parce qu'on a une forte identité et ça crée beaucoup de vitalité.
Puis la MRC est très ouverte face aux artistes d'ici. Donc, les artistes peuvent facilement vous contacter, prendre des informations, avoir un soutien, avoir un partenariat éventuellement, possiblement. Donc, pour la MRC, c'est vraiment important d'accompagner les artistes. Oui, on a Mme Brochu à la culture qui fait un travail exceptionnel, qui rallie ensemble les artistes et les artisans. Puis on fait des beaux projets, on reconnaît leur talent. Puis c'est une petite fille magicienne, Mme Brochu. Elle organise plusieurs événements culturels dans la MRC. Elle est capable même d'aller chercher le milieu agricole pour qu'on vienne justement reconnaître nos saveurs aussi. La culture, c'est partout. Donc, les artistes sont vraiment invités à vous contacter pour avoir plus d'informations. Lors de la séance, il y a eu un petit mot sur l'éco-centre, un incontournable dans la région maintenant. Évidemment, on est content parce qu'on est victime de notre succès. Hein? On a prolongé les heures le mois dernier pour la période estivale. Puis là, on s'en va en appel d'offres. Donc, on a adopté une nouvelle grille d'évaluation là, pour cet appel d'offres-là, pour la gestion de l'éco-centre régional. Parce qu'on le sait, l'éco-centre, ça permet de se départir de certaines matières de façon responsable. Puis comme on est une population très responsable, on continue là, à bien garnir notre éco-centre afin que ça soit bien revalorisé ou bien envoyé au bon endroit, là. Et en terminant, la MRC offre son appui à la ville de Saint-Basile-le-Grand. Oui, et ça, c'est important parce que c'est un programme d'aide financière qu'on appelle pour la rénovation au Québec, Réno-Région, et le programme d'adaptation de domicile. Et ça vient aider les maisons lézardées. Donc, Saint-Basile-le-Grand reconnaît qu'ils pourraient en avoir dans leur territoire. Donc, on les a appuyés pour faire cette demande-là. Bien, merci beaucoup, Mme Nadeau, d'être passée en studio aujourd'hui. On vous souhaite un beau repos durant la saison estivale. On se revoit lors de la prochaine séance du Conseil en août. Oui, puis on sait qu'il y a plusieurs festivités qui s'en viennent à Saint-Marc-sur-Richelieu avec le Saint-Marc. Le Festival des vins, oui. Champêtre et riverains, à ne pas manquer. 4 juillet, puis aussi Chant de Vielle, qui est à Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 3, 4, 5 juillet, à ne pas manquer. Donc, c'est du repos, mais... Vous allez être occupé. Vous allez être occupé. Oui. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à vous, Mme Brisebois. Voilà comment ce bulletin d'information se termine. N'hésitez pas à communiquer avec nous ou devenir l'un de nos membres. Rendez-vous au tvr9.com. D'ailleurs, restez à l'affût, car notre émission Lézard revient en ondes sous peu. Vous pourriez avoir la chance de voir du contenu spécialement recueilli à la 22e édition du Festival Chant de Vielle qui se déroulera encore cette année à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 3, 4 et 5 juillet. Un festival attirant des artistes internationaux dans une ambiance chaleureuse et festive à ne pas manquer. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.